Ça vole partout. Alors, Bonjour. Bonjour. salut Pierre, tu vas bien? Bonjour. Salut Mélanie. Bonjour. Ouais, vous êtes en forme? Ouais. On va attaquer la balade? Ouais. Allez, on y va. Je suis venu dans les Landes de Gascogne et plus particulièrement dans la région de la dune du Pilat pour y découvrir des écosystèmes. Ici, ils sont nombreux et bien caractérisés. Il y a par exemple le cordon littoral qui ondule à perte de vue et qui recèle des trésors de vie. Il y a la forêt de la Teste qui enchâsse la dune du Pilat. Il y a la Leyre, cette petite rivière qui draine la forêt des Landes et qui sert de trait d'union entre cette forêt et le bassin d'Arcachon. Mais comme nous sommes curieux, nous voyagerons, nous irons découvrir d'autres écosystèmes ailleurs, au Sahara, dans des milieux hyper arides. Sous l'équateur, dans un milieu très différent évidemment, puisqu'il est chaud et humide, et nous serons dans la forêt amazonienne. Dans le nord, dans la région de Valenciennes, il s'agit de partir à la découverte d'un écosystème tout neuf qui se met en place sous nos yeux. Nous essaierons de découvrir, de comprendre comment et pourquoi ces grands systèmes, ces grands écosystèmes sont interdépendants entre eux à l'échelle planétaire. Dans cette aventure, je serai accompagné de Mélanie et de Pierre. Alors cette dune, on n'a pas rencontré beaucoup de plantes, hein? Ouais. C'est une dune sans vie. C'est un désert, la dune du Pilat. Il ne pourra jamais y avoir de plantes ici. Vous savez pourquoi? Non. Parce que le sable est toujours en train de rouler, de se déplacer. Hein, le sable arrive du sud, c'est le vent qui le porte. Hop, le sable qui est là-bas, il passe de l'autre côté. D'accord? Donc le sol n'est jamais stable. Donc si le sol n'est pas stable, il ne peut pas y avoir de plantes. Et s'il n'y a pas de plantes, il n'y a pas les animaux qui viennent s'en nourrir. Ouais, donc c'est un désert. Vous n'êtes pas trop chaud? Si, un petit peu. Hein. C'est comme ça, les dunes éphémères. Il n'y a pas de vie dessus. Alors vous voyez, là, on est vraiment dans un écosystème. Le cordon littoral est un écosystème. Alors à quoi est-ce qu'on le voit? Aux plantes, aux animaux. On le voit aux plantes, aux traces d'animaux. Alors c'est des plantes qui sont très importantes et très intéressantes parce que, par exemple, celle-là, l'Oya, c'est elle qui retient le sable. C'est elle qui va fixer la dune. C'est elle qui va permettre aux autres plantes de s'installer. D'accord? Alors les autres plantes, il y en a une là. Celle-ci? Ouais, ça c'est l'immortel. Tenez, regardez là-bas. Je l'ai attrapée, venez voir. Elle était cachée là, au pied de cette touffe d'Oya. Ouais, c'est une couleuvre. Ouais. Elle est luisante. Elle est luisante, ouais, parce qu'elle vient de changer de peau, certainement. Elle vient de muer. Ça brille, un serpent, hein. On dirait que c'est verni. C'est très propre en même temps. Regardez, c'est sec, hein. Et alors ça, quand on trouve un petit animal de la sorte dans un milieu comme celui-ci, on est absolument certain que c'est un milieu riche. On est là dans un écosystème qui fonctionne bien. Il y a des plantes et puis il y a des animaux. Alors bien sûr, cette couleuvre ne mange pas cette plante, mais par contre, sa présence ici me permet de penser qu'elle va se nourrir du petit rongeur qui mange les graines de cette plante. D'accord? Alors ça, c'est très très intéressant, c'est-à-dire qu'on est face à un milieu qui est riche, qui est vivant. On est loin là de la dune du Pilat. Alors tout simplement parce que, eh bien, il y a des plantes. Voilà, et comment s'appelle-t-elle? C'est la couleuvre verte et jaune. On l'appelle aussi couleuvre fouet, regarde, parce que voilà, elle a une queue très très fine et elle s'en sert pour fouetter également. Ah, alors... Alors on est dans un écosystème qui est simple ici, hein. C'est évident, il n'y a pas beaucoup de choses, pas beaucoup de plantes. Alors dans les écosystèmes simples, vas-y, tu peux le relâcher. Il y a des animaux et je connais un endroit. On le suit? Ouais, on va le suivre. Je connais un endroit au Sahara
où il y a effectivement une chaîne alimentaire aussi très riche. Ils trouvent par exemple des scorpions. Oui. Et les scorpions, bah, ils s'attaquent à des scolopendres. Ils les prennent avec leurs pinces de devant, là, hein, c'est des pattes transformées, tac, ils les piquent et ils les mangent. Quelquefois même, dans cet écosystème particulier, aride, eh bien, les fourmis qui sont affamées vont disputer le scolopendre mourant au scorpion. Ah bon? Ouais, et à leur tour, elles mangent le scolopendre, ou quelquefois ce qu'il en reste. Ah. Mais le scorpion a intérêt à faire attention parce que il y a également dans cette région des lézards hein, qui participent à la chaîne alimentaire, qui sont de gros lézards qu'on appelle des eumesses. Alors le scorpion ne les impressionne pas du tout, il les prenne, il les écrabouille, il les broie et il les mange. Oh là là. Un danger aussi pour ce lézard, cette eumesse, c'est un serpent, c'est de la vipère à cornes. Et les vipères à cornes, eh bien, quand elles croisent un eumesse, elle l'attrape, elle lui injecte son venin et puis elle l'avale. Bon, la vipère à cornes, c'est un animal dangereux, mais elle a un super prédateur au-dessus d'elle. Il y a un varan qu'on appelle le varan du désert. C'est un mangeur de serpents. Il les attrape par n'importe quel bout. Il les écrase, il les écrabouille et il les avale sans autre forme de procès. Alors vous voyez, dans ces milieux, même simples, eh bien, les écosystèmes arides sont des milieux habités. Hein. La chaîne alimentaire commence par des plantes et puis elle s'achève vers des super prédateurs comme le varan. Ah. Pourquoi elle ne bouge plus? Parce que là, elle est flanquée, elle est à l'ombre. Elle s'est mise aux abris. Tu comprends? On l'enquiquine un peu quand même, non? Alors voilà le panico. Waouh, c'est joli. Ah oui, c'est beau. Regardez comme c'est beau. C'est quoi ce qui est au milieu? Là, c'est la fleur. C'est la fleur, regarde, elle est bleue. Ça pique? Et alors, quand on regarde cette plante, on se rend compte qu'elle est piquante, tu viens de le dire. Elle est charnue. Et les gens l'appellent chardon bleu. En fait, c'est pas un chardon. C'est une plante de la famille des carottes. Carottes? Ouais, c'est une plante de la famille des carottes. Alors, est-ce que ça se mange? Peut-être que la racine doit se manger, hein, c'est pas impossible. Mais c'est pas un chardon du tout, c'est une plante protégée. Et elle aussi, comme l'Oya, participe à stabiliser le sable. Donc elle aide toutes les autres plantes et les animaux qui mangent ces plantes à vivre en harmonie et en équilibre dans cet endroit. Mais c'est leur qui Alors vraiment, les dunes littorales, le cordon littoral, c'est un écosystème stable. Il est en équilibre, mais il est fragile. Imaginez un petit peu ici qu'il passe une voiture 4x4 tout-terrain qui casse tout. Toutes les plantes sont bousillées, il faut recommencer, il faut repartir. Et quand on se penche un peu comme ça, tu vois, regarde, on a vraiment l'impression, là, on ressent bien toutes les plantes et on imagine bien tous les petits animaux qui se baladent là-dedans la nuit et qui participent donc à la chaîne alimentaire. Tu vois, quand on vit les choses comme ça, sous les plantes, on ressent mieux l'écosystème. Hein, on est presque un petit peu à la fois la proie et le prédateur. Plutôt la proie. Eh bien, ce qu'il y a d'extraordinaire aujourd'hui, c'est qu'il y a des écosystèmes qui s'installent, sont tout neufs, ils démarrent sous nos yeux. Par exemple, dans le nord de la France, dans la région de Valenciennes, il y a des hommes qui ont dessiné des paysages. Ils ont fabriqué des collines. Comme ça? Et il y a dans la région de Valenciennes donc une chaîne de collines, d'environ 30 collines, je crois, qui se dressent dans le ciel. Ce sont les mineurs de fond qui les ont fabriquées, ces collines. Ils sont allés chercher le charbon dans le sol, mais pour attraper le charbon, ils ont été obligés d'enlever des roches. Ces roches stériles qui ne possédaient pas de charbon, ils les ont jetées comme ça à la surface. Puis ça a fait des terrils. Alors ces terrils, évidemment, il n'y a pas de végétation dessus au départ. Oui. Et bien maintenant, on commence à voir de la végétation s'installer. Ça pourrait faire des montagnes comme ça? Bah ça pourra, oui, forcément se boiser petit à petit, les plantes vont venir s'installer et ça on le constate aujourd'hui. C'est déjà en train, sous nos yeux, un écosystème est en train de naître. Alors ça commence par quoi? Bah, ça commence par des mousses, hein, tu connais les mousses, vous connaissez les mousses? Oui, les mousses. Voilà, elles tapissent la base du terril.
elles fabriquent une sorte d'humus parce qu'elles vivent, elles meurent. Dans cet humus, eh bien, des petites graines arrivent, portées par le vent, les graines de bouleau, les graines d'épilobe. Tout ça, ça germe, Ça vient d'où? ça pousse. Ça vient de peut-être 20, 30 km de là. Il y a des graines d'épilobe qui font des centaines de kilomètres. Les épilobes s'installent. Les bouleaux s'installent. Ils perdent leurs feuilles l'hiver, fabriquent de l'humus. Ils enrichissent le sol. D'autres plantes vont venir s'installer à cet endroit-là. Il va y avoir du thym. Et là, en ce moment, il y a un senson. C'est une plante toute jaune qui s'est installée depuis quelques années. Et curieusement, cette plante, elle a fait du chemin. Elle n'a pas été transportée par le vent, celle-là. Parce que son origine, c'est l'Afrique du Sud. C'est pas le vent qui l'a amenée quand même. Ce sont les moutons qui l'ont amenée encore. Les moutons. C'est la laine des moutons qui a été transportée d'Afrique du Sud dans la région de Roubaix. Cette laine contenait des graines de senson. Et quand on a nettoyé ces graines, ces laines, les graines se sont envolées. Et elles sont venues s'installer là. Donc aujourd'hui, sur le terril sabatier, tout près de Valenciennes, au milieu des maisons de mineurs, il y a cette montagne qui petit à petit est habitée par des plantes, et notamment par ce très très beau senson qui vient d'Afrique du Sud. Alors bon, il faudrait y passer du temps, mais je pense qu'on devrait commencer à voir maintenant des insectes qui viennent butiner les plantes en question, des petits lézards qui viennent manger les insectes, et puis les oiseaux qui vont venir aussi s'intéresser aux insectes, aux graines. Donc on a là, sous les yeux, en ce moment, quelque chose de vivant, quelque chose qui correspond déjà à une chaîne alimentaire, puisqu'il y a les plantes au départ, il y a déjà des petits animaux qui les consomment. Alors dans 20 ans ou dans 30 ans, on peut espérer que le terril soit complètement boisé, que la chaîne alimentaire et que l'écosystème se soit un peu complexifié, c'est devenu beaucoup plus riche. Et du coup, là, on aura cette fois-là des montagnes complètement habillées par la végétation et habitées par la faune. On ne saura jamais que c'était à cause des mineurs. Oui, seuls les gens curieux, dans 100 ans ou dans 200 ans, connaîtront l'origine de ces collines. Comment? Ils chercheront dans les bouquins. Cette forêt, c'est un écosystème. C'est la forêt de la Teste. Ah bon? Elle est très grande. Elle est immense, oui. Elle enchâsse complètement la dune du Pilat. Vous êtes complètement recouvert par les fougères. Elles sont grandes, hein? Non. Pourtant, quand ça nous touche le cou, ça ne nous coupe pas. Voici, il est tombé. Il y a des chênes, énormes chênes. Merci. Mais... Ce sont des chênes pédonculés. Ils ont les feuilles ont de grandes tiges, de grands pétioles. Ouais. Alors ceux-là sont plusieurs fois centenaires, c'est clair. Hein. Ils sont très très vieux, regardez. Centenaire. 100 ans. Bravo. Oh, ils ont plus de 100 ans, ceux-là. Ils ont quoi? Peut-être 300 ans au moins. Non, c'est fou, hein. Oui, cette fougère est quand même exceptionnelle. Hein. C'est très grand. Ouais, on en trouve rarement de ces fougères. Ce sont des osmondes, ce sont des... Il y en a plein là-bas. Oui, des plantes spectaculaires. Regardez le pied, regardez le tronc. Ça n'a pas de tronc en fait, on appelle ça un stipe. Il y a de la On dirait mousse. presque de la fougère arborescente. Hein. Mais il y a de la mousse. Il y a de la mousse un petit peu dessus, ouais. Tout à l'heure, dans la dune, on voyait quoi? On voyait une plante par-ci, une plante par-là. Regardez ici, il y en a partout. Là, si on faisait l'inventaire des plantes, il est probable qu'on en aurait plusieurs dizaines d'espèces. Il y a même des lianes, regardez. Ça, c'est une clématite. On est dans un écosystème là qui se complexifie. D'accord? Il est porteur de plein de plantes différentes. C'est même que c'est le temps. Ah, il y a des plantes grimpantes. On peut se balancer dessus. Il y a des plantes qui vivent au sol. Regardez ces herbes là. Puis il y a des plantes qui sont quasiment des arbustes. C'est de plus en plus dense. Hein? Ouais. Alors là, on passe sous un chèvrefeuille. Celui-là? Ouais, tout ça, toutes ces petites branches qui s'entortillent, là, c'est un chèvrefeuille, c'est un buisson qui grimpe dans les arbres. Ça, c'est l'ancêtre de notre poirier, c'est un poirier sauvage. Vous vous rendez compte un peu? Ah bon? Ouais. Ça, c'est un bouleau. On reconnaît, non, l'écorce? Ouais. Et puis encore ces grandes osmondes, là, ces osmondes royales, on en trouve absolument partout, c'est superbe.
Alors on se rend compte que la forêt est ancienne, que c'est une forêt primaire. Vous voyez cet humus, l'épaisseur de l'humus là, c'est la décomposition organique. D'accord? Et une telle épaisseur d'humus, une telle richesse d'humus atteste de l'ancienneté de la forêt. Si on en met dans un pot, ça peut très bien pousser. Ah bah oui, là c'est au contraire, c'est excellent. D'accord? Alors là, les hommes ne sont pas venus, ils n'ont pas coupé les arbres. Hein, c'est toute la régénération est naturelle. Alors c'est ce qui fait qu'on trouve aussi des arbres morts. Hein. Les arbres vieillissent, ils finissent par mourir, ils se décomposent et ils nourrissent d'autres arbres. Alors il y a aussi quelque chose d'étonnant ici, c'est la lutte pour aller vers la lumière. Parce que comme le sol est très riche, comme il y a beaucoup de plantes, elles se montent les unes sur les autres pour aller vers la lumière. Elles ont besoin de lumière pour faire leur photosynthèse. Et si on filmait cet espace-là, et si on accélérait très rapidement ce film, eh bien on verrait les branches, on verrait les feuilles se taper dessus et les arbres se monter les uns sur les autres pour gagner leur place au soleil. Ici, c'est quasiment la guerre, c'est une lutte sauvage. Il n'y a pas que les animaux qui manifestent de la violence, les plantes aussi, mais à un rythme évidemment infiniment inférieur. Regardez les enfants, ce que j'ai trouvé. Regardez. Ouais, elle est trop mignon. Oh, c'est un crapaud. C'est un crapaud, ouais. T'as vu comme il a de beaux yeux, regarde. Ouais. C'est un crapaud buffo. Buffo. C'est une femelle, ouais. Les mâles sont beaucoup plus petits. Non. Oh, tu vas voir, il est un peu rugueux. C'est vrai. Tu vois, il a des glandes sous la peau. Ouais, ça Ça sert à se défendre. En fait, il est toxique, les animaux ne le mangent pas parce qu'il est vénéneux. Tu vois, ça, c'est une grosse glande à venin. Ouais. Alors, il vit ici dans un milieu qui est intéressant, il est riche. Regarde, il est en train de pisser. Ils pissent quand ils sont affolés, comme ça, quand ils sont un peu stressés. Ben oui, oui. Oh, bah, ça n'arrive pas qu'aux crapauds, hein, en plus. Ça arrive souvent. D'accord? Alors, en Amazonie, sous l'équateur, oui, ça sent un petit peu. Ça sent un petit peu. Ben, c'est ce qui parfume la forêt, entre autres. Sous l'équateur, il y a des crapauds aussi. Il y a des batraciens. Mais là, on est dans une forêt qui est humide, une forêt qui est très chaude. Il y a 400 espèces d'arbres par hectare. Tu vois, il y en a 10 fois plus qu'ici par hectare. C'est vrai pour les arbres, c'est vrai pour toutes les petites plantes. Et bien là-bas, les batraciens, ils vont chercher leur nourriture au sommet des arbres. Il y a plein de batraciens arboricoles, notamment des petites grenouilles. Ils montent dans les arbres. Les crapauds vivent plutôt au sol, mais les grenouilles grimpent dans les arbres. Comment elles font? Ben, elles ont des ventouses aux pattes, elles s'agrippent, et puis on les retrouve là-haut dans la canopée, ce qui fait que le sommet des arbres dans la forêt amazonienne, c'est un écosystème à part entière. Là-haut, il y a des feuilles, il y a des fruits, il y a des fleurs. Il y a des animaux qui mangent ces fleurs, ces fruits et ces feuilles. Par exemple, les iguanes, ces grands lézards verts, eh bien, mangent des feuilles tendres. Ils mangent même des feuilles plus sucrées. Ils recherchent du goût dans leur aliment. Tu as par exemple les singes, les grands singes hurleurs, hein, qui mesurent 70 cm, qui ont une queue très longue, préhensile, avec laquelle ils s'accrochent aux arbres. Fatiguent pas. Eux, ce sont des dévoreurs de fruits, des dévoreurs de feuilles aussi. Puis tu as d'autres singes. Tu as par exemple les attelles, qui sont les singes araignées parce que leur queue est aussi longue que leurs membres. Et puis ils se pendent comme ça par la queue pour aller chercher, pour aller goûter une feuille ici, une feuille là. Donc la canopée, cette partie haute de la forêt, est un des milieux les plus riches de l'Amazonie. C'est l'écosystème le plus riche. Il y a 75% de la faune de la forêt amazonienne qui vit à cette hauteur-là, à 30 mètres ou 40 mètres au-dessus du sol. Alors bien sûr, c'est le domaine des oiseaux aussi. Il y a des perroquets de toutes sortes, il y a notamment des haras. Ils viennent manger des tas de fruits, ils les écrabouillent avec leur bec. Il y a des toucans qui ont des très grands becs, très gros becs, très colorés, mais des becs très légers par contre, légers comme de la plume. Eh bien les toucans prennent délicatement les graines pour les manger, délicatement les fruits. Alors ils mangent la pulpe, après ils recrachent la graine. Et puis quand on se balade dans la forêt comme ça, à 30 ou 40 mètres de haut, on a des troncs comme ça, en fait ce sont des branches très grosses, très épaisses, très solides. Et ces branches, ce sont des chemins sur lesquels circulent les animaux bien sûr, mais ce sont aussi des sortes de balcons sur lesquels viennent s'installer des plantes. Alors il y a des plantes de toutes les formes, de toutes les couleurs. On appelle ça des plantes épiphytes parce qu'elles poussent sur le tronc, parce que là, à cet endroit-là, ou sur la branche, un oiseau est venu déposer leurs graines. Elles ont germé, elles se sont développées, mais elles ne vivent pas à partir de la branche. Ce ne sont pas des plantes parasites, elles vivent de leur propre décomposition.
D'accord? Alors il y a des belles broméliacées, ce sont des ananas sauvages, il y en a de toutes sortes, de toutes formes, de toutes couleurs. Puis il y a aussi de belles orchidées, plein d'autres branches qui accueillent comme ça des multitudes de fleurs. Donc là, on est dans un écosystème passionnant. Manque de chance pour nous, on ne peut pas le visiter facilement parce qu'on n'a pas d'ailes pour voler et puis on n'a pas de bras comme ça très puissants, très longs pour s'agripper de branche en branche. Tiens, c'est la laïre. Ah ouais. Ah oui, elle a fait son chemin. Même quand les écosystèmes sont très différents, ils sont interdépendants. On a un bel exemple là, tu vois? Oui. La petite rivière, la Laire, qui traverse les Landes de Gascogne, qui draine le bassin d'Arcachon. On voit bien, tu vois, la couleur de l'eau est brune. C'est-à-dire qu'elle transporte des matières en suspension. Et ces matières en suspension, elle va les déverser dans le bassin d'Arcachon. Et bien ces matières vont nourrir, ce sont des matières nutritives qui vont nourrir le phytoplancton, hein, le plancton végétal. Et ça va donner à manger aux crevettes, ça va donner à manger aux poissons. Donc elle est absolument indispensable, cette petite rivière, à un autre écosystème, donc celui du bassin. C'est un véritable trait d'union entre deux écosystèmes. On fait le tour. Alors ce qui est vrai à l'échelle des Landes de Gascogne, c'est vrai aussi à l'échelle planétaire. Alors imaginez un petit peu, ça c'est la côte d'Amérique. Ouais. Il y a plein de fleuves qui se jettent dans l'océan Atlantique. Ils sont d'abord passés par la forêt amazonienne. Oui. Ils se sont chargés de matières nutritives. Ils les déversent dans l'océan. Eh bien, des courants vont les faire remonter beaucoup plus au nord, à 6000 km de là, wow, dans le nord de l'Amérique. Eh bien, ces matières nutritives, elles vont nourrir, encore une fois, du plancton végétal. C'est le départ d'une chaîne alimentaire. S'il y a beaucoup de poissons dans la région de Terre-Neuve, c'est parce qu'il y a beaucoup de plancton végétal. Eh bien, ce poisson va servir de nourriture à plein d'animaux, notamment à des phoques. Et les phoques mangent environ 1,2 tonne à 1,5 tonne de poissons par an. C'est énorme. Wow. Donc il en faut des bras de poissons. Bah, bien sûr, il en faut. Et ces phoques, eh bien, ils ne sont pas faciles à observer, parce que la plupart du temps, ils sont dans l'eau. Pour les découvrir, il faut aller juste en face Terre-Neuve, par ici, dans le golfe du Saint-Laurent. Là, il y a un archipel qui a la forme d'un hameçon. Et quand arrive le mois de mars, il y a des glaçons, des morceaux de banquise qui descendent le long du Labrador et qui viennent se caler contre les îles de la Madeleine. La glace se ressoude, ça fait une très très belle banquise. Là, il y a des femelles de phoques, qu'on appelle des phoques du Groenland, qui s'installent à cet endroit-là et elles mettent bas. Elles donnent naissance à des blanchons. Au Canada, au Québec, on appelle ça des blanchons. C'est les bébés phoques. Ce sont les bébés phoques. Ils sont tout blancs, ils sont maillotés, ils sont adorables, hein, ils sont fragiles aussi. Eh bien, quand le bébé phoque naît, il pèse 7 kilos. Wow. 15 jours après, il fait plus de 30 kilos. C'est-à-dire que le lait maternel est tellement riche que le bébé grandit très très vite. Il n'a pas de temps à perdre, hein, parce qu'il fait froid sur la banquise, il y a des dangers, donc il faut qu'il grandisse très très vite. Au bout d'un mois, il a perdu sa couleur blanche, il devient gris, la mère se sauve. Elle l'abandonne carrément. Elle plonge, elle disparaît. Alors lui, il est sur la banquise, il gueule, il appelle, tu vois. Mais la mère ne vient pas. La mère, elle est partie manger. Et elle ne le reverra pas, elle l'abandonne. Alors il est obligé, à son tour, de plonger et d'aller chercher sa nourriture qui se trouve sous la glace. Ce sont les poissons nourris justement par la matière nutritive qui vient du fleuve Amazone, entre autres. Alors ça veut dire que si on abîme cette région-là de la forêt amazonienne, cette région-là du Brésil, eh bien s'il n'y a plus de limon ou si les équilibres sont modifiés à cet endroit-là, eh bien, il est évident que ça aura des conséquences au large de Terre-Neuve et que ça interviendra sur la chaîne alimentaire là-haut. Dites, on a eu de la chance de trouver un canoë, hein, parce que là, il n'y a pas de chemin. Ah oui? On n'aurait pas pu venir jusqu'ici à pied. On est complètement sorti de la forêt. On est dans le delta de la Laïre. Laïre. Moi, je crois une chose, je crois que de plus en plus, les gens qui se promènent dans la campagne sont conscients que la nature est fragile. Ouais. Hein, que les écosystèmes doivent vivre en équilibre. Et
c'est que Mais lorsqu'on intervient dessus en mettant le feu, en déboisant, en asséchant des marais, bah c'est grave parce que forcément on bousille tout un milieu, on bousille un écosystème, on détruit toute une chaîne alimentaire. Et après, ça a conséquence sur d'autres écosystèmes. Voilà. Je crois en fait que pour sauver les écosystèmes, bah, il faut se sentir bien là où on est. Hein, il faut l'aimer. Et je crois qu'on peut respecter une plante, respecter un animal, pas seulement parce qu'il intervient dans une chaîne alimentaire, mais aussi parce que tout simplement c'est beau, quoi, c'est vivant. Mais c'est beau, c'est vrai. On l'aime cet écosystème.